Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau jeudi de la recherche paramédicale. Donc, ça sera un Mavi de chercheur animé par Cathy Longuechaud de l'EPSM de Vendée. Je suis en compagnie d'Amélie Bouillébro, qui est la coordinatrice du réseau de recherche paramédicale, et donc Émilie Gillier, je l'anime. Je vais prendre la parole quelques petites minutes avant de passer la parole à Cathy Longuechaud pour vous présenter comment fonctionne l'outil pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Donc, vous êtes en écoute seule, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, votre micro est coupé, vous ne pouvez pas prendre la parole. Par contre, vous pouvez poser des questions en tapant vos questions en fait dans la petite zone questions. Moi, je les vois et je les retranscrirai à Cathy Longuechaud à la fin de sa présentation. La vidéo est enregistrée, le webinaire est enregistré, donc vous pouvez retrouver ce webinaire sur YouTube et le regarder ou le faire passer, le diffuser. Il sera disponible sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers dans les jours qui suivent ce webinaire. Il sera aussi disponible sur le site de la recherche paramédicale.fr. Le fait qu'il soit enregistré, en fait, si vous prenez la parole, vous donnez par ce fait l'autorisation que les informations que vous communiquez en fait dans vos questions soient enregistrées et puissent être diffusées. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cet enregistrement dans les documents à distribuer, autorisation webinaire. Voilà, il en est tout pour moi. Je passe maintenant la parole à Cathy Longuechaud qui va pouvoir se présenter mieux que je ne pourrais le faire. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cathy Longuechaud et je suis infirmière de secteur psychiatrique depuis 1992 sur le PSM de Vendée et infirmière en pratique avancée depuis 2020 sur le PSM toujours de Vendée. Je voulais remercier le réseau Recherche Innovation paramédicale pour son invitation. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour évoquer le projet de recherche qui s'inscrit dans une thèse en sciences humaines et sociales. Alors, on va commencer par le cadre réglementaire. En fait, actuellement, je suis en train d'écrire le CPP qui sera en faveur d'une recherche interventionnelle à risque et contraintes minimes. Le promoteur de la recherche sera le PSM de Vendée. Le médecin investigateur principal sera le docteur Vidot. Le médecin co-investigateur sera le docteur Krim. Les responsables scientifiques seront Madame le professeur Anne Sauvager et Thibaut Deschamps, qui sont respectivement ma directrice de thèse et mon co-directeur, et le responsable de projet, c'est moi-même. Donc, il est bien à noter que ce projet est en cours encore de réflexion et de construction. Alors, le projet, enfin la thèse prend sa source en fait lors des consultations de suivi de personnes soignées et notamment auprès d'une personne souffrant de troubles dépressifs sévères en rechute. Je suis sur un CMP, sur un centre médico-psychologique. En fait, ce qui me questionne, c'est sa souffrance et son émotion qui prend toute la place dans le champ de la pensée, son émotion de peur, de tristesse et puis son ralentissement physique et psychique. À noter que lors de cette consultation, en fait, il est accompagné de sa famille et sa famille crie sa souffrance, son incompréhension vis-à-vis de la maladie, bien sûr, mais son incompréhension aussi vis-à-vis des soins que nous pouvons proposer. Alors, dans ma tête, plein de questions se commencent à venir. Pourquoi l'homme peut-il s'arrêter ainsi? Comment accompagner à une reprise de mouvement nécessaire à la vie humaine? Quels soins? Pouvons-nous penser les soins de réadaptation en psychiatrie? Et l'idée de poursuivre mon master IPA du coup vers une thèse est venue assez facilement. Donc, il a fallu d'abord, dans un premier temps, se situer. Donc, je me situe actuellement aujourd'hui plutôt dans un paradigme pragmatique, c'est-à-dire que l'une partie de la thèse sera utile pour expliquer et l'autre partie sera utile pour
comprendre le phénomène de notre étude. Alors, à savoir que nous avons une vision constructiviste de l'homme, moniste, indissociable de la nature, donc un homme interrelié à l'environnement, un être biopsychosocial. Concernant le soin, nous nous appuierons sur des valeurs humanistes, le prendre soin en faveur de l'autonomie. Et enfin, une lecture phénoménologique nous permettra de nous dégager du sens commun et d'accéder à l'essence du phénomène. Alors, mes choix épistémologiques, pardon, je suis passée un peu vite. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur la philosophie, notamment sur les auteurs tels que Spinoza, Ricoeur, Husserl, Merleau-Ponty, autres, et sur la psychologie cognitive, et notamment sur les théories de l'évaluation cognitive, avec en arrière-plan l'anthropologie fondamentale d'Edgar Morin. En fait, cette recherche, elle va se structurer autour de ces mots-clés: activité physique adaptée, troubles dépressifs, régulation des émotions, l'homme et les sciences infirmières. Donc, il a fallu aller vérifier nos connaissances. Pourquoi s'intéresser aux troubles dépressifs? En fait, en 2030, ce sera la première cause d'invalidité dans le monde. Le risque de rechute de chronicité est élevé. En exemple, 50% des personnes ayant souffert d'un épisode dépressif caractérisé feront une récidive dans les 2 ans. Ça a un retentissement majeur sur la vie de la personne, avec notamment le risque suicidaire qui est présent à chaque instant. Pour que le diagnostic d'épisode dépressif soit émis par les médecins s'appuient sur un manuel diagnostique, le DSM-5, qui nous dit qu'il faut retrouver chez la personne 5 symptômes sur 9 décrits, que ces symptômes doivent être présents depuis plus de 15 jours, avec un changement avec l'état antérieur. En fait, quelques exemples de symptômes: la tristesse, la perte d'envie, les troubles de l'appétit, les troubles du sommeil, l'anxiété, les idées suicidaires. En fait, cet épisode dépressif, il peut être isolé, récurrent, résistant. Il peut avoir plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'anxiété avec, on peut être mélancolique. C'est ce qui fait que les schémas thérapeutiques sont souvent complexes du fait de la singularité de chaque situation. Il existe des interventions médicamenteuses, des antidépresseurs bien sûr, ou des interventions non médicamenteuses telles que la psychothérapie et la résonance magnétique, par exemple. Ensuite, il a fallu faire le point sur l'étiologie. Nous avons conservé 2 hypothèses, notamment d'abord une convergence des facteurs développementaux, environnementaux et génétiques, et puis une hypothèse avec un lien très fort lié au stress. Ce stress qui, lorsqu'il est aigu, est utile à l'homme pour affronter les situations, ça donne de l'énergie, mais lorsqu'il devient chronique, il devient néfaste et oxydatif. En fait, il génère un ensemble de mécanismes tels que le dérèglement de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Il peut faire survenir un syndrome inflammatoire, entraîner des difficultés à la neurogénèse, entraîner une dysrégulation des neurotransmetteurs. Et enfin, de nombreuses études nous indiquent que les régions cérébrales du circuit des émotions sont impactées: l'amygdale, l'hippocampe, le cortex. C'est ainsi que de ces lectures, nous allons en résumer en disant que nous pouvons penser les dépressions comme un désordre émotionnel complexe. Donc, il a fallu aller chercher ce que nous savions sur l'émotion. Et là, je ne trouve pas de définition universelle. En fait, les définitions, elles sont toutes en lien avec les évolutions des courants de pensée. Alors, nous partons des théories plutôt évolutionnistes avec Darwin, par exemple, et ce courant évolue jusqu'aux théories de l'évaluation cognitive. Ce que l'on peut dire sur l'émotion, c'est qu'elle est génétique, elle est universelle, elle devient complexe et elle est très en lien avec notre culture. Elle est souvent brève et survient au cours des situations. Elle est subjective, biologique, intentionnelle et expressive. Elle nous motive à agir et peut être partagée, soit volontairement ou involontairement. Elle peut être quantifiée dans son intensité et sa durée. Et enfin, elle peut envahir, et elle vient envahir surtout, le champ de la pensée. Elle vient envahir les fonctions cognitives et exécutives. Si elle s'installe, elle peut devenir un affect.
En fait, de ces lectures, nous allons résumer en disant que nous gardons une approche perceptive de l'émotion et que surtout, il est possible de la réguler. C'est dans ça où je me suis intéressée à la régulation des émotions. Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit au final de percevoir, de contrôler, d'évaluer et d'exprimer ses émotions pour ne pas se laisser envahir. Alors, Gross, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, nous explique que la régulation des émotions peut intervenir à tout moment, en fait, au final. Au moment de la situation, au moment de l'attention que nous portons, au moment de la perception et au moment de la réponse que nous donnons. Pour lui, il y a des régulations adaptatives telles que l'acceptation, la résolution de problèmes, la réévaluation cognitive qui sont plutôt en faveur d'une humeur positive. Et puis, il y a la régulation non adaptative telle que la suppression de la pensée, l'évitement, la rumination qui est plutôt en faveur d'une humeur négative. En fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que il est important d'utiliser les différentes régulations. Enfin, en fin de compte, il n'y en a pas une bonne ou mauvaise. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter, changer, être flexible dans nos capacités et ça nous permet de répondre de manière adaptée à la situation. Je ne peux pas continuer sans faire un focus rumination-dépression. En fait, on va se mettre d'accord sur le mot rumination. Au final, ce sont des pensées récurrentes, incontrôlables, répétitives, interrogeant le pourquoi. Elles sont fortement corrélées aux dépressions, impliquées dans le développement, dans le maintien, dans l'intensité et la rechute des épisodes dépressifs. Et elles peuvent être présentes à tout instant, c'est-à-dire avant l'épisode, pendant et même au cours de la rémission. C'est souvent un des symptômes résiduels qui peut rester. On l'a déjà dit, elles favorisent les pensées négatives et ainsi impactent la perception de soi. La perception de soi veut dire la perception du monde et la perception du moi. Et dans mes lectures, là, j'étais assez surprise, mais malgré des capacités de régulation conservées, en fait, les personnes qui souffrent de dépression font un choix automatique, un choix passif de rumination. La pensée n'est donc plus flexible. Au final, j'ai envie de dire la rumination, oui, mais avec modération et surtout, ce n'est pas automatique. Pourquoi s'intéresser au final à la régulation des émotions? Eh bien, on comprend assez vite qu'elle est fondamentale pour l'homme, pour être soi, et que c'est un élément majeur pour les personnes dépressives. En fait, une bonne régulation nous permet des réponses adaptées à nos besoins, qu'ils soient physiologiques, psychologiques ou d'affiliation. Si on répond bien à nos besoins, on peut plus facilement être autonome. Alors, cette autonomie qu'on pourrait définir par cet homme capable de dire, de penser, d'agir, mais aussi de fonctionner. Cette autonomie, au final, indispensable à l'équilibre de notre conatus, cette force qui nous pousse à agir au regard de notre bonheur et de notre bien-être, la finalité de chaque homme. C'est à ce moment-là du travail qu'on s'aperçoit que le mouvement est donc indispensable. C'est pour ça que je me suis intéressée à l'activité physique et notamment à l'activité physique adaptée. Au final, l'activité physique adaptée, on peut dire que, il y a une définition, un consensus qui est défini par tout mouvement du corps qui est produit par la contraction des muscles squelettiques et qui augmente substantiellement la dépense énergétique. La visée de l'activité physique adaptée, c'est le maintien ou l'amélioration de la santé en proposant des séances planifiées et structurées. Alors là, il y a une multitude en fait d'articles scientifiques qui nous indiquent les bénéfices neurophysiologiques. En fait, l'activité physique permet un retour à l'homéostasie, vient même générer des modifications physiologiques. Ensuite, ces articles nous disent le bénéfice psychologique. Alors, ça augmente l'humeur, ça diminue les signes dépressifs, ça diminue les ruminations. Donc, des recommandations sont exposées. Alors, on le dit, activité physique adaptée et dépression. Alors, il faut plutôt des séances d'intensité modérée, plutôt des séances supervisées et l'importance de la notion de plaisir.
Après, il y a des programmes qui sont proposés avec des durées, avec un nombre de séances, mais il reste des zones encore un peu claires et à explorer, notamment concernant les mécanismes de la régulation des émotions. Au final, on peut résumer en disant que l'activité physique adaptée, un soin complémentaire, avec des bénéfices positifs pour peu d'effets secondaires, d'où un intérêt intéressant. Le soin, alors au final, le soin, il peut être décrit comme le soin est indissociable de la vie humaine. C'est l'attention, l'application consacrée à la santé et au devenir d'une personne et relève d'un devoir et d'une responsabilité. Cette personne doit prendre soin, doit prendre soin peut-être soi-même ou toute autre personne qui n'est pas ou plus en mesure de prendre soin d'elle-même. En fait, le soin, on va le définir comme une rencontre qui s'appuie sur la réciprocité, sur des valeurs humanistes, une relation la plus symétrique possible, la sollicitude. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le modèle McGill, qui est un modèle de partenariat de collaboration, collaboration entre le soignant, la personne soignée et l'environnement. Et nous nous appuierons sur l'approche des soins fondés sur les forces. Ces lectures m'ont permis alors d'identifier ma question de recherche. En quoi le retour au mouvement physique peut répondre aux difficultés des personnes dépressives face à leurs propres émotions? Ce qui est envisagé, c'est qu'on va proposer aux personnes dépressives en sortie d'hospitalisation complète un programme d'activité physique adaptée de 8 séances individuelles sur une durée maximale de 6 semaines. On va identifier, nos lectures nous ont permis d'imaginer deux formes de groupes. Un groupe avec des séances d'activité physique classiques et un deuxième groupe avec des séances d'activité physique combinées avec des exercices cognitifs et émotionnels. Nous envisageons une inclusion de 30 personnes soignées, 15 dans chaque groupe. Les séances d'APA seront conçues et animées par un enseignant APA. En fait, c'est son métier. Il s'adapte aux capacités physiques et psychologiques de la personne dans son environnement. La visée, on l'a dit tout à l'heure, est le maintien et ou l'amélioration de la santé. Et les séances sont fondées sur le plaisir, la confiance en soi et le lien social. Nos hypothèses de travail, alors en fait, les programmes APA favorisent une meilleure régulation autodéclarée. Pour le moment, dans ce qu'on sait, c'est que ça diminue les ruminations. Mais voilà, ça reste, il reste encore des choses à aller rechercher. Le programme APA combiné favorisera une meilleure restauration des fonctions exécutives et ainsi permettra une meilleure régulation plus adaptée. Les programmes renforceront la force physique des personnes et augmentera ainsi leur humeur et permettra une meilleure gestion du stress. Et le mouvement, via l'activité physique, est un vecteur d'une amélioration de la santé de la personne soignée et ainsi de son autonomie. L'objectif primaire de l'étude, c'est d'évaluer l'impact d'un programme d'APA vs un programme d'APA combiné sur les processus de régulation émotionnelle. Et pour cela, nous envisageons l'outil, la CERC. C'est un auto-questionnaire de 36 phrases affirmatives explorant la régulation adaptative et non adaptative. Les objectifs secondaires, c'est d'évaluer et mesurer donc l'intensité des troubles dépressifs via la MADRS, la vitalité subjective des personnes via un questionnaire en 5 items, la capacité des fonctions exécutives et plus précisément la flexibilité cognitive via un try making test, et le ressenti subjectif de la variation de l'humeur lors d'un exercice aigu via la POMS. Alors là, ce qu'il est noté pour celui-là, c'est que lors de la première séance, en fait, avant la séance, on va donner ce questionnaire de 60, je crois que c'est 60-65 items qui correspond à nos humeurs. Et en fin de séance, on proposera à la personne de remplir à nouveau ce questionnaire. Enfin, nous souhaitons analyser et comprendre les capacités des personnes à gérer leurs émotions, à trouver leurs solutions pour s'adapter, le vécu de la personne lors des programmes APA et l'impact du programme sur la capacité à faire face à la maladie et sur l'autonomie. Donc là, nous envisageons un entretien
qui s'appuie sur la phénoménologie du cerf. La méthode est encore en cours de réflexion. J'en ai bien une en tête, mais je ne sais pas si ça va être faisable. Le plan expérimental, vous l'aurez compris, c'est un devis mixte. La recherche est monocentrique, elle est interventionnelle, exploratoire, d'une randomisation simple. Ça, je vous l'ai dit. Et les consultations d'évaluation se feront à T0. Donc là, je l'imagine avant la sortie d'hospitalisation de la personne. À T1, donc à la fin du programme. Et à T2, 6 semaines après la fin du programme. Et il y aura juste le questionnaire lors de la première séance en plus. Les critères d'inclusion, personnes adultes, pour des sujets souffrant de troubles dépressifs unipolaires ou bipolaires. Les critères d'exclusion, les sujets présentant un risque suicidaire. Alors, j'espère que s'ils sortent, il n'y a plus de risque suicidaire. Mais en tous les cas, les sujets ayant une contre-indication, bien sûr, médicale à toute activité physique. Les sujets souffrant de troubles addictifs sévères. Les sujets souffrant de troubles psychotiques, les femmes, allaitantes, enfin voilà. Je passe un petit peu. En fait, les bénéfices attendus, c'est que la personne trouve ses solutions pour gérer ses émotions et son stress. C'est ce qui change un peu des différentes recherches parce que les articles scientifiques identifient l'activité physique comme quelque chose de bénéfique pour les personnes qui souffrent dépressifs et dans leur objectif, ils cherchent à ce que les personnes dépressives continuent cette activité physique. Alors moi, je n'ai pas tout à fait le même objectif, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'activité physique remet en mouvement, permet à la personne d'identifier ses difficultés et permet à la personne surtout de trouver ses solutions. Si au bout, elle me dit « oui, c'est l'activité physique, ça me fait du bien », eh bien, tant mieux. Mais si elle me dit « ça y est, j'ai trouvé les moyens de gérer mon stress, j'ai trouvé les moyens de gérer mon émotion par la musique, par je ne sais pas quoi », enfin, ce sera très bien aussi. Les bénéfices attendus, c'est aussi que les personnes donc retrouvent du plaisir, de la confiance en soi, du lien social, d'apporter des soins adaptés à chaque personne soignée rentrant dans l'étude. Ça, c'était très important pour moi, en fait. L'idée, c'est que chaque personne qui rentre dans l'étude va avoir un soin complémentaire. Il sera différent suivant le programme, mais ils bénéficieront d'un soin complémentaire. Bien sûr, les bénéfices attendus, c'est la promotion de la santé et d'améliorer la qualité des soins en proposant des soins innovants pensés comme soins de réadaptation. À ce jour, nous n'avons pas dompté de risque. Voilà, j'en ai fini. Alors, je profite de ce temps-là pour dire un grand merci, bien sûr, à le PSM de Vendée, qui s'investit dans la recherche médicale et paramédicale, puisqu'elle porte aussi un projet du docteur Pionnier. Alors, merci, Monsieur Forcioli, merci, Madame Lecaz. Je voulais remercier aussi les médecins avec qui je travaille, le docteur Marinescu, qui est mon chef de pôle, le docteur Rideau et le docteur Krim. Je voulais remercier l'équipe d'encadrement, Anne, les Isabelle et Xavier. Je voulais remercier aussi beaucoup mon directeur de recherche, enfin de mémoire IPA, Monsieur Jean-Charles Haute, qui est toujours présent. Et enfin, un grand merci à ma directrice et à mon co-directeur de thèse, donc Madame le professeur Anne Sauvager et Monsieur Thibaut Deschamps, qui me permettent de vivre cette aventure de façon plutôt sereine pour l'instant. Enfin, une dernière petite pensée à ma famille qui me supporte au quotidien. Voilà, j'en ai fini. Donc, je suis disponible pour des questions si vous avez besoin. Merci Cathy pour cette présentation de ton projet. Donc voilà, comme on en discutait juste avant le début de la réunion, en fait, tu me disais, l'objectif aussi, c'est de présenter, puis de discuter autour de mon projet, de voir comparer les expériences de tout le monde, donc, et de voir si on a loupé quelque chose, s'il y aurait des choses à améliorer, de discuter. Tu étais ouverte à toute discussion parce que ce projet est en cours de construction et je te remercie de l'avoir présenté parce que c'est pas toujours facile de présenter un travail qu'on n'a pas fini et pas abouti. Donc, mais pour autant, c'est très intéressant en fait de pouvoir échanger et puis échanger avec d'autres personnes qui ont des projets, une expertise un peu proche et de pouvoir faire évoluer son projet avant, comme tu me le disais tout à l'heure, de me lancer et de m'apercevoir que j'ai fait une bourde. C'était témoin un petit peu à peu près tout à l'heure, l'idée en tout cas de se dire, voilà, c'est… Exactement.
Donc, je te remercie d'avoir fait cette présentation. Il y a déjà quelques questions, je te les relais. Donc, on a Pierrick Macheboeuf qui nous pose la question. Bonjour, n'aurait-il pas été plus intéressant de faire remédiation cognitive versus APA? Ah, alors, le problème, c'est qu'on peut pas, enfin, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment l'activité physique adaptée. C'était vraiment le mouvement. Mais effectivement, il a raison. C'est pour ça qu'on a rajouté sur le programme, sur l'un des programmes d'activité physique, la remédiation, enfin, des exercices émotionnels et cognitifs. En fait, on va voir. On voulait garder quand même le mouvement et l'activité physique. Parce que l'idée, c'est que les personnes qui sortent d'hospitalisation, alors oui, elles peuvent avoir accès à la remédiation cognitive, on est d'accord, mais est-ce que c'est pas, trop tôt? Faut voir. Mais c'est une bonne question en tous les cas. Merci. Voilà, Patrick Macheboeuf, excusez-moi si j'écorche votre nom, te remercie. Effectivement, en fait, c'était une question aussi qu'on s'était posée ici en disant, ouais, voilà, pourquoi ne pas avoir fait un petit peu comme aussi un groupe contrôle quelque part, en fait, en se disant pourquoi voilà, mettre l'APA des deux côtés. Donc, merci pour ta réponse. On a une autre question de Loïc Fèvre qui nous demande « Bonjour, pourquoi avez-vous prévu un programme de 6 semaines ?» Ah, alors, on a beaucoup réfléchi parce qu'effectivement, au niveau des recommandations, en fait, si on peut lire les recommandations, c'est 3 mois, 6 mois, enfin, pour avoir des premiers résultats un peu significatifs sur les troubles dépressifs. Moi, ce que je voulais, alors là, du coup, c'est une volonté de ma part qui a été acceptée par mon co-directeur et ma directrice de thèse. En fait, je voulais pas un programme très long parce que je veux que ça s'adresse en fait à toute personne hospitalisée souffrant de dépression. Mais on sait bien, la vie va reprendre, certains vont devoir reprendre le travail. Donc, je voulais pas que ça soit, je voulais que ça soit suffisamment long, mais pas trop long pour ne pas perdre des personnes soignées, en fait. Je sais pas si je suis très claire. L'idée, c'est que vraiment, voilà, je me dis qu'il peut y avoir des jeunes mamans avec leurs enfants, il peut y avoir des personnes qui doivent reprendre le travail et il ne faut pas partir sur des programmes trop longs, à mon sens, en tous les cas. Mais je me posais, quand vous étiez en train de répondre là, je me disais que votre programme, il est 6 semaines, mais en fait, c'est 8 séances en 6 semaines. Oui, alors en fait, la fréquence, c'est qu'une séance par semaine. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de fréquence. L'idée, c'est qu'on va s'adapter. En fait, c'est pas la durée, en fait, qui est importante, c'est les 8 séances. Voilà. C'est-à-dire que, ouais, par exemple, on va voir, hein, mais alors l'idée, c'est qu'il ne va pas falloir fatiguer trop la personne qui va sortir d'hospitalisation. Mais si, par exemple, on a une personne qui nous dit, ben, moi, dans 4 semaines, je dois reprendre le boulot, eh ben, l'idée, c'est qu'on va essayer de caler de se caler sur ses disponibilités et l'idée, c'est vraiment de lui proposer ces 8 séances. Alors après, vous avez raison. Est-ce que c'est 2 séances par semaine? Est-ce que c'est… par contre, on va être très, très vigilant à la fatigue, en fait. Hein, parce que c'est quand même des séances individuelles de 45 minutes, ça, je ne l'ai pas dit. Et souvent, c'est assez intense, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, dans votre pratique quotidienne, vous faites de la réadaptation physique ou pas du tout? Alors aujourd'hui, pas du tout. En fait, là, ce qui se passe, et j'ai beaucoup de chance, c'est que le PSM de Bondé a accepté aussi d'engager en fait un enseignant à part, en fait. Ce qui, voilà, il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on acculture et pour le coup, aujourd'hui, clairement, si on veut être
quelqu'un qui sort, qui est hospitalisé, qui sort d'hospitalisation pour des troubles dépressifs, il a un rendez-vous dans un CMP, voilà, un mois après, un mois et encore, je suis gentille, et voilà, c'est tout. Donc, et vous vouliez pas faire 3 groupes? Un groupe contrôle, c'est-à-dire l'évaluation des pratiques actuelles, un groupe oui, 1 avec APA et un groupe 2, groupe 3 APA plus évaluation. et combiné, ouais. Moi, c'était vraiment important. En fait, on a déjà, comment dire, comment je peux dire ça? On a déjà beaucoup d'articles scientifiques qui nous disent, qui nous font cette différence entre groupe contrôle et APA. Donc l'idée, c'est que éthiquement, moi, ça me convient bien que chaque personne bénéficie d'un soin supplémentaire. Voilà. Et l'idée, c'est que si voilà, l'APA combiné, est-ce qu'il est important? Au final, je ne sais pas. Hein, pour la régulation, pour cette flexibilité-là, est-ce que ça va avoir plus de bénéfices encore? Je ne sais pas. D'accord. Ok. Ouais. Merci. Maintenant, de rien. Je fais une autre. Du coup, vous avez aussi Véronique Bouquin qui vous remercie pour votre travail de thèse en cours, qui dit très belle présentation, Cathy, de ton travail de thèse en cours, bravo. Une autre question de Elsa de Rouen. Elsa de Rouen te demande merci pour cette présentation. N'avez-vous pas peur d'avoir beaucoup de perdus de vue? De perdus de vue, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Eh bien, alors c'est pour ça que on s'est laissé. Alors, pour le moment, c'est pas encore tout à fait défini, mais vous voyez, on est parti sur quelque chose d'assez humble, c'est-à-dire 30 personnes soignées, et on est parti avec mon co-directeur et ma directrice de thèse sur un temps assez long du programme. C'est-à-dire qu'on est parti sur 2 ans, en fait, pour inclure les personnes. Donc oui, il y aura forcément des personnes qu'on va perdre de vue. Vous m'entendez? Oui, et vous avez, quand vous dites qu'il y aura des perdus de vue, quand vous avez fait le calcul en fait du nombre de patients à inclure, vous avez considéré en fait ces perdus de vue dans le. Oui, on les a considérés. Ouais. Ouais. Il y a une question en ce sens en fait de Thomas Rulot qui nous pose 2 questions. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai un problème de. En fait, il y a plein de questions. Il y a beaucoup de questions. Donc et en fait, au final, je suis honorée parce que ça veut dire que ça intéresse et c'était un peu le but du jeu. Du coup, Thomas Rulot nous disait bonjour, merci pour cette présentation. J'ai 2 questions. La première, c'est y a-t-il un choix actif de rumination? Et la deuxième, comment a été fait le calcul du nombre de sujets? Et il précise, merci, PSI, il me semble que la définition de l'association américaine concerne l'activité physique et non l'activité physique adaptée. Non. Point d'interrogation. Bon, ça fait 3 questions du coup, mais je vous laisse répondre aux premières. On reviendra. Alors, alors attendez, est-ce que c'est un choix volontaire, hein? C'est ça, les ruminations par rapport à la dépression? Non, alors dans les écrits, dans les articles scientifiques surtout, c'est un choix automatique en fait. Et ça, j'ai été vraiment surprise dans ces écrits, c'est-à-dire que, alors, qu'est-ce qui me fait dire ça, hein? C'est qu'il y a des scientifiques qui ont fait des expériences en laboratoire et qui ont fait des expériences au niveau empirique et qui ont mis des personnes en fait sur des situations stressantes ou des situations voilà, qui pouvaient être négatives. Et d'emblée, en fait, ces personnes qui souffrent de troubles dépressifs vont vers des ruminations. Et c'est pas un choix, comment dire, c'est pas un choix volontaire. En fait, c'est que c'est automatique. C'est que leur perception, elle est tellement négative qu'ils vont vers ce, enfin,
ils font ce choix automatique. Ensuite, en laboratoire, quand on leur dit, mais par contre, est-ce que vous pouvez réfléchir à cette situation, la réévaluer, ils sont en capacité de le faire. Donc, c'est là où c'est tout l'enjeu et c'est là où je vais aller, comment dire, où on se dit que le programme d'activité physique combiné va peut-être apporter cette flexibilité en fait pour que cette personne, au lieu de faire ce choix automatique, au final puisse s'arrêter et essayer de faire un autre choix. La deuxième question, c'était concernant le nombre de personnes, c'est ça? Oui. Alors là, ce sont. Il va falloir demander comment dire, il va falloir demander à mon co-directeur. En fait, ce sont des calculs. Alors, je ne lui ai pas facilité la tâche parce qu'en fait, la CERC est peu utilisée ou a été peu utilisée récemment. Donc, on est parti plutôt sur l'idée, combien de personnes sont, en tout cas, sont hospitalisées pour des épisodes dépressifs. Voilà, on est parti sur ce nombre de personnes. Et ensuite, on s'est dit, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les gens qu'on va forcément perdre de vue, on a calculé, on a fait un calcul comme ça. Après, je ne vous dirai pas exactement le calcul, là, c'est plutôt à mon co-directeur qu'il faudra demander. Et la troisième question, c'était l'activité physique, c'est ça? C'est plus une remarque qu'une question. Il me disait, il me semble que la définition de l'association américaine concerne l'activité physique et non l'activité physique adaptée. Oui, il a raison. Ouais. C'est moi qui me suis. J'ai mis activité physique adaptée, mais il a raison, c'est l'activité physique, oui, bien sûr. Ouais. Alors, on a une autre question qui est posée par Céline Broquet, qui nous dit très intéressant, merci. Je pensais aussi comme référence théorique à la TCC, du coup les troubles cognito-comportementaux, à la thérapie cognitivo-comportementale, l'activation comportementale. Donc, si je Alors, ce que je peux dire, c'est que les théories de l'évaluation cognitive, en fait, on n'est pas très loin des TCC, hein, ça c'est sûr. Mais oui, après, il faut que je continue mes lectures. Hein, voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est que là, c'est en cours de réflexion. Mais moi, je suis plutôt partie sur et plutôt intéressée sur cette notion de perception. Et puis sur cette notion de constructiviste de l'homme, c'est-à-dire que c'est lui seul, c'est inconstruit et c'est lui seul, nous on doit juste accompagner pour qu'il trouve ses solutions et il en est capable en fait. Il faut juste, pour moi le mouvement est juste un vecteur, en tous les cas c'est mon hypothèse, hein, c'est juste un vecteur pour qu'il retrouve un peu que l'émotion diminue en tous les cas, qu'il retrouve ses capacités cognitives pour qu'il puisse penser et trouver ses solutions. Alors, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais en tous les cas, on n'est pas très loin, on est sur de la psychologie cognitive. Merci. J'ai quelques questions aussi qui rebondissent sur la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le programme en fait de 6 semaines. Et donc on a Pierrick Machebeuf qui nous dit est-ce que cela crée un biais entre la durée et la fréquence, il me semble. Le fait d'avoir 8 séances sur 6 semaines sans avoir vraiment de régularité, est-ce qu'on peut créer un biais? Ou est-ce que vous l'avez appréhendé? Vous me reprenez si je déforme vos questions. Mais oui. Ouais. C'est une bonne question auquel je n'avais pas pensé. En fait, vous voyez, c'est comme ça que c'est intéressant de partager. En fait, je n'y avais pas pensé. En fait, on est vraiment parti sur s'adapter à la personne et à ses possibilités et à ses capacités.
Et l'idée de lui proposer ces 8 séances. Après, effectivement, est-ce que c'est un biais? Je la note, il faut qu'on réfléchisse à ça. Après, après, l'important en tous les cas, je pense, hein, l'important, c'est que pour comparer, c'est que toutes les personnes dont je vais recueillir les données aient bénéficié de ces 8 séances. En tous les cas. Pour le moment, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais effectivement, c'est une bonne question. Oui, peut-être à réfléchir voilà, en méthodologie. On a une autre personne qui rebondit dessus, Loki Fèvre, qui nous dit il paraît en effet intéressant de calibrer l'appât du programme en fréquence, en intensité, en temps d'activité et en type d'activité, sinon ça représente des biais entre chaque pratiquant. Oui. À réfléchir. À réfléchir aussi, c'est ça. Et Loïsa, aussi, juste un peu plus tôt, vous avez remarqué pourquoi uniquement des séances individuelles quand on connaît l'impact bénéfique majeur du groupe? Ah, on s'est posé la question là aussi. Alors, on s'est posé la question. Moi, au départ, j'étais plutôt partie sur du groupe parce que effectivement, le lien social, parce que y avait tout ça. Mais alors, voilà, pour moi, c'était le groupe. Et puis, on a longuement réfléchi avec ma directrice de thèse et mon co-directeur, et on s'est dit que là, du coup, en termes de faisabilité, ça allait être compliqué. Parce que il faut que à ce moment-là que tout le monde soit disponible au même moment. À combien on définit le groupe à ce moment-là? Est-ce qu'on arrivera toujours à avoir par exemple 6 personnes au même moment disponibles pour la même activité? Est-ce que c'est du soin personnalisé du coup? Est-ce que l'APA, il peut personnaliser son soin, il peut s'adapter à la personne quand il est en individuel ou quand il est en groupe? En fait, on s'est posé toutes ces questions et au final, on est parti sur de l'individuel. En termes de faisabilité, en fait, ce qu'on veut prioriser, c'est la faisabilité et l'adaptation vraiment à la personne. Voilà. Après, je rebondis un peu tout à l'heure, là, je réfléchis en même temps. L'idée, c'est pas forcément qu'ils aient tous la même activité, parce qu'on ne répond pas tous à la même activité. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'ils bénéficient des mêmes critères. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut garder la notion de plaisir, il faut garder l'intensité par rapport à ses capacités et il faut garder la même durée. À mon sens, ça, c'est des critères plus importants que de dire on va tous aller marcher, par exemple. Vous voyez? Bon, voilà, il faudra que j'y réfléchisse. Oui, c'est intéressant voilà, de se poser ces questions méthodo. Des fois, c'est un petit peu casse-tête entre voilà, ce que l'on veut faire et puisque méthodologiquement, il peut être fait pour pouvoir avoir des résultats, mais c'est intéressant toujours de se... Bon, merci. J'ai d'autres questions de Julie Paul. Donc, elle nous dit qu'elle est... alors, Julie Paul, bonjour. Si vous modifiez la prise en charge en fonction des patients, comment sera faite l'évaluation des questionnaires T0, T1 et T2? Et ensuite, elle nous demande comment avez-vous fait le choix du nombre de patients, 15 par groupe. Il y a 2 questions. Alors, excusez-moi, c'est que ça a un petit peu coupé, Émilie, tout à l'heure. Du coup, c'est par rapport à la première question, c'est... dites-moi. Donc, si la prise en charge n'est pas standardisée, si elle est modifiée en fonction des patients, comment sera faite l'évaluation des questionnaires T0, T1 et T2? C'est ça la première question. En fait, est-ce qu'elle sera vraiment modifiée? Non, on va garder les mêmes critères. On va construire avec l'enseignant APA. Ouais, est-ce que. Alors, ce que j'entends là, en tous les cas, ce qu'il faut que je réfléchisse vraiment, c'est éventuellement cette possibilité
de différence d'activité, quoi, au final. Est-ce qu'il faut, dans ces séances, s'adapter à la personne ou faire tous la même activité? Dans ce que j'entends, c'est ça la question aussi. Faut que je réfléchisse à ça. Faut que je réfléchisse à ça. Parce que La question, c'est en effet de standardiser les groupes pour que vous puissiez avoir des points de comparaison. C'est ça. Alors, je pense que sur le groupe à part combiner, les exercices émotionnels et les exercices cognitifs, ils vont être les mêmes. Ça, c'est sûr. Vous voyez, ce sera du style, un exemple, là, je vous donne un exemple. On sait que les personnes soignées qui souffrent de dépression, elles sont en difficulté pour repérer l'émotion des autres. Donc, à la rigueur, on peut mettre un émoticône de joie ou de tristesse, et puis en sortir un, et puis dire à la personne qui est à 100 mètres ou à 50 mètres, de dire, vous venez vers moi, et si vous voyez que c'est de la joie, vous passez sur mon côté droit, et si vous voyez que c'est de la tristesse, vous passez sur mon côté gauche. Quoi. Vous voyez, c'est un peu des choses comme ça. Donc là, les exercices cognitifs vont être identiques. Maintenant, effectivement, il faut vraiment qu'on se pose cette question sur l'activité. Est-ce qu'on propose la même chose à tous? Ouais. Ou alors, est-ce qu'on se dit, on garde vraiment cette notion de plaisir, cette notion de souhait de la personne, et on garde ça en tête, en fait. Oui, c'était la question en fait de Thomas Rumeau qui disait en fait que la définition de l'association américaine concerne l'activité physique et non l'activité physique adaptée. En fait, c'est à cette question, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, je le remercie parce que du coup, je vais changer, bien sûr ça. Ouais. Il faut, vous voyez, il y a encore du travail en fait. C'est une question effectivement qui questionne beaucoup. Là. On a Nadège Morteau qui redemande, en fait, elle est éducatrice spécialisée à l'EPSM de Mazurel. Elle dit quel type d'activité proposez-vous? L'activité physique proposez-vous? Donc effectivement, peut-être à creuser cette question, est-ce qu'il faut vraiment standardiser ou pas l'activité physique? Mais effectivement, peut-être en tout cas. Alors j'ai peut-être une réponse du pourquoi on ne s'est pas encore tout à fait posé la question. C'est que là, on est en cours de recrutement avec l'enseignant APA. Et l'idée, c'est que qu'on arrive à co-construire avec lui. Donc lui, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler avec un autre collègue en dehors on va dire, en dehors de son infirmier, parce que lui, il va certainement avoir aussi son expertise par rapport à ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop encore réfléchi à la même activité, pas la même activité. Voilà, ouais. Parce qu'on va voir avec lui, en fait. Voir ce qu'il en pense. Quels sont aussi par rapport par rapport à ses compétences, en fait. Expertise. Ouais, changer. Oui, c'est ça. Il y a d'autres questions là sur les évaluations. Donc, on a particulièrement Delphine Flatre qui nous demande bonjour, les évaluations paraissent denses. Avez-vous déjà testé les questionnaires en vie réelle? Alors, je vais vous faire sourire. Oui, j'ai testé les questionnaires en vie réelle. Je les ai testés sur ma famille, en fait. Mais je ne les ai pas testés auprès des personnes soignées. Alors, l'idée des questionnaires, ça, c'est assez intéressant. Alors, peut-être à juste titre ou pas, en tous les cas, je ne voulais pas trop de questionnaires. Souvent, on se rend compte que dans les recherches, parfois, les personnes soignées, elles ont 7, 8 questionnaires à remplir. Moi, je me demande quand même, en termes d'attention, au bout de la 7e échelle qu'on est en train de remplir, qu'est-ce qu'il en est? Donc, du coup, j'en voulais pas beaucoup. Donc là, vous voyez, on est à 3-4.
Après, j'ai trouvé ces questionnaires en fait avec des phrases assez simples où il n'y a pas besoin de réexpliquer parce qu'il y a des questionnaires par exemple sur l'estime de soi. Moi, j'ai découvert ça, des échelles sur l'estime de soi. Je vous assure que moi, je pense qu'il me faut un petit quart d'heure quand même pour répondre à la question tellement la phrase elle est pas claire, elle est confuse. Donc là, c'est quand même des questionnaires assez comment dire, voilà, qui me semble assez facile maintenant et qui me semble vraiment faisable pour les personnes. Après, les questionnaires, il y avait aussi une question, j'ai une question auquel je n'ai pas répondu, c'est-à-dire dans quel ordre il faut que je les fasse passer. Est-ce que je choisis tel ou tel questionnaire en premier, ou alors est-ce que à chaque personne, je fais un ordre différent. Ça, je n'ai pas répondu encore à cette question aussi. Ouais. Il y a une autre question dans le même. On a déjà répondu plus ou moins, mais je vous la transmets quand même parce que donc de Nicolas Kaki qui dit merci de votre présentation. N'y a-t-il pas un biais sur les séances avec des temporalités différentes? Pensez-vous que la quantité de questionnaires et évaluations ne sont pas trop importantes? Exemple, oui. F avant et après. Alors ça, je suis désolée parce qu'il y a tellement de questions que je n'ai pas le temps de les donner au fur et à mesure. Donc voilà, les questions peuvent être un peu d'érudite, mais effectivement, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose à ça. En tous les cas, j'ai eu une attention particulière. Alors, si on reprend un petit peu la MADRS, c'est pas un questionnaire que la personne remplit, c'est un hétéro-questionnaire en fait. Ensuite, il y a la CERC. Donc là, la CERC, c'est vraiment, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 36 phrases affirmatives et vous allez de 1 à 5, je crois, à répondre. Ensuite, il y a le try making test où là, c'est plutôt, vous savez, c'est des points en fait à relier. Donc, vous allez de 1 jusqu'à 28 et il faut les relier. 1, 2, 3, 4, 5, enfin, voilà. Donc, c'est des questionnaires qui durent pas plus de 6-7 minutes, en tous les cas. Et franchement, oui, il a raison de se poser la question, est-ce qu'il n'y en a pas trop déjà? Mais en même temps, il me fallait quand même sur l'humeur, il me fallait sur la flexibilité. La MADRS, c'est plutôt l'hétéro-questionnaire. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je vous ai parlé d'un devis mixte. Et en fait, là, le T0, T1, en fait, c'est vraiment les échelles, c'est vraiment le questionnaire. Et à T2, en fait, donc 6 semaines après la fin du programme, en fait, c'est là où il y aura l'entretien vraiment qualitatif à visée phénoménologique. Hein. Il sera qu'à ce niveau-là. Merci pour ce complément d'information. Notre question de Frédéric Penserieux. Bonjour Cathy. Pardon. Bonjour Cathy. Et si les personnes ne trouvent pas de solution pour gérer les émotions, que se passe-t-il pour les personnes suivies? Elles sortent de l'étude ou un autre accompagnement plus long, par exemple, est proposé? Ah oui, alors, coucou Frédéric. Du coup, ce qu'il faut imaginer, c'est que le programme APA n'est qu'un soin complémentaire. C'est-à-dire que les personnes, ça ne va pas remplacer les soins du droit commun. La personne, elle sera suivie sur son centre médico-psychologique et elle bénéficiera des soins comme tout à chacun. Le programme APA viendra juste en complément. Alors, si elle ne trouve pas ces solutions, il faudra continuer à travailler sur le CMP, en fait. Merci. Frédéric te fait une petite remarque en plus. Il dit, Cathy, est-ce que tu connais Frédéric Worms, philosophe, qui a écrit « Revivre sur les ruminations ». Il est très éclairant sur le sens de ce qui peut ou non rester symptôme. Je serais ravie de te le prêter. D'accord. Ravie aussi.
pour la petite note et les échanges de bonnes pratiques. On a une autre question de Elsa de Rouen. Merci pour votre réponse. Donc, alors, excuse-moi, j'avais pas du coup… On avait dit. Je ne sais plus sur quoi. Ah oui, sur les paires du dû. Sur les paires du dû, pardon. Merci pour votre réponse. Peut-être sera-t-il intéressant d'analyser le nombre de paires de dû à la fin de votre étude pour mesurer l'adhérence des bénéficiaires au programme proposé. Oui, c'est l'adhésion des bénéficiaires au programme proposé et leur capacité à le suivre dans leur intégralité. Oui, carrément. Et de toute façon, oui, voilà, il y aura un suivi. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'à T0, il y aura un recueil aussi de données sociodémographiques aussi. On va mettre en place l'âge de la personne, le nombre d'épisodes dépressifs. Moi, j'avais pensé aussi, alors après, bien sûr, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a un travail, tout ça. Et moi, j'avais aussi envie de demander, est-ce que c'est une personne qui faisait de l'activité physique avant, en fait, avant de faire son épisode dépressif. Et là, on peut voir, peut-être c'est une donnée intéressante en tout cas. Effectivement. Et du coup, on a d'autres questions justement par rapport à cette activité physique. Alors, voilà, ça questionne énormément en fait. Donc, comme tu nous l'avais dit, c'est pas encore vu avec l'APA, donc c'est peut-être pour ça que ça reste très flou en fait. Mais du coup, Pierrick Machebeuf qui pose la question, avez-vous défini un mètre cible de l'activité physique avec l'APA? Et question par rapport à la relation dose-réponse positive entre l'augmentation de l'intensité de l'activité physique et les bénéfices pour la santé et la condition physique. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit, mais c'est vrai que les questions étaient posées avant les… Oui. Là, franchement, moi, j'ai vraiment travaillé le cadre conceptuel, c'est-à-dire pourquoi j'allais vers l'activité physique. Et après, vous voyez, ce qui est super intéressant dans ces échanges, c'est que là, on voit tout l'intérêt d'avoir un enseignant à part, parce que c'est son expertise à lui, en fait. Et au final, bien sûr, il y a des choses qui sont écrites, hein, vraiment. Il faut que ça soit d'intensité modérée, il faut que ça soit plutôt en aérobie, il faut que ça soit plutôt… mais au final, vraiment, l'activité physique adaptée, en tous les cas, l'enseignant à pas, il a toute sa place dans ce programme. Hein, parce qu'on voit bien qu'il a son expertise à nous amener, en fait. Voilà. Super. Moi, j'ai une petite question. Je me permets quand même de poser la petite question. Par rapport au financement de l'étude, c'est une étude qui est autofinancée ou tu as concouru à un appel d'offres? Est-ce que tu prévois quelque chose ou est-ce que comment ça se… Tu envisages oui, alors, le financement, alors j'ai envie de dire de financement. Pour le moment, j'ai la chance, c'est que le PSM nous demandait accepte d'embaucher un enseignant à part, en fait. Voilà. Après, nous, au sein de l'EPSM, on a des structures. Alors, on a imaginé où est-ce que les personnes elles pourraient être accueillies. Après, alors, ça aussi, ça va être une difficulté probablement. C'est que par contre, les personnes soignées, eh bien, elles ne bénéficieront pas de bons de transport, par exemple, pour venir à leur séance. Donc, il faudra qu'on en discute avec les personnes soignées parce que peut-être que ce sera un des critères aussi, un des freins pour qu'ils puissent rentrer dans l'étude. Hein. Je ne sais pas, moi, s'ils habitent, je suis en Vendée, hein, donc s'ils habitent aux Herbiers et qu'ils n'ont pas de moyens de transport, ça risque d'être compliqué en fait. Hein. Donc voilà, après, comment ? Il n'est pas trop tard pour concourir à un appel d'offres. Ouais, non, je sais pas. Après, il n'y a pas. Après, bon, les statistiques, comme je te disais, Émilie, voilà, on va les faire au laboratoire. Donc, bon, on va voir. Merci. Une dernière question du coup de Thomas Rulot. Merci pour ces réponses. Et après la thèse. Alors, je ne sais pas si tu te projettes déjà après la thèse. Mais…
Et après la thèse. Alors, en fait, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que quand on se lance dans une thèse, l'idée, c'est pourquoi on se lance. Alors, c'est très drôle parce que maintenant que je côtoie des doctorants, je leur dis, mais pourquoi vous vous lancez en fait dans la thèse? Alors, ça me fait rire parce qu'il y en a qui répondent, moi, je voulais être maître de conférence. Ok, d'accord, très bien. Mais d'où vient cette idée? Moi, en tous les cas, mon objectif de cette thèse, c'est vraiment d'approfondir mes connaissances au service de la personne soignée. Alors, pour le moment, après la thèse, mais j'y suis pas du tout, en fait. Je ne sais pas. On verra par rapport aux opportunités. Pour le moment, je vis cette aventure humaine. Je rencontre plein de gens. Voilà, je me lance des défis aussi, toujours pour la personne soignée. On verra, franchement. Je ne sais pas. Déjà, une belle étape de t'être inscrit en thèse. Et c'est vrai que la thèse permet aussi, comme tu le dis si bien, ce dynamisme et ces échanges en fait avec d'autres chercheurs qui mobilisent en fait vers le projet de recherche. Oui, c'est ça. On a une nouvelle question. Alors peut-être que c'est du coup d'Elsa Desrouin qui nous demande est-ce que tu as envisagé les démarches au niveau réglementaire, autorisation, CNIL, quelles ont été? Alors là, du coup, vraiment, là, je suis à l'écriture du CPP, hein, donc tout va se suivre après. Ça va être le CPP qui va nous donner la validation et pas de début de recherche sans la validation du CPP. Voilà, ça c'est sûr. Une deuxième petite remarque, je crois, qui va clore un petit peu tout ça, qui résume bien. Il dit, donc c'est Frédéric Penserieux qui te dit merci pour cette présentation très vivante et tout en mouvement. Donc je crois que ça conclut bien nos échanges. Merci pour cette présentation. Merci de t'être plié au jeu des questions qui bouleversent, enfin qui voilà, peuvent poser questions, mais enfin voilà, c'est intéressant d'en débattre et de se poser des questions ouvertement. Donc je te remercie de t'être plié à ce jeu qui n'est pas forcément facile de pouvoir répondre. Maintenant, j'ai compris. Alors, autant sur mon master IPA, je le prenais, je suis nulle, j'y arriverai pas. Autant maintenant, j'ai compris qu'au contraire, ça va m'aider à avancer et à me poser des questions et des vraies questions. Hein, parce que ce ne sera pas quand je présenterai ma soutenance qu'il faudra qu'on me fasse ce genre de questions en tous les cas. Ou en tous les cas, il faudra que je sache y répondre. Très bien. Et puis s'il y a d'autres questions, j'imagine ta boîte, enfin tu es ouverte à discuter par mail et puis à rééchanger si vous, membres participants, vous interrogez sur les mêmes questions, vous faites partie d'établissements avec des problématiques proches, voilà, ne pas hésiter je pense que tu seras tout à fait ouverte, Cathy, à répondre aux questions, à échanger sur les pratiques, à échanger sur les expertises et puis co-construire un petit peu les choses pour faire avancer la recherche. Donc, merci pour tout. Et puis, donc, il y a plusieurs messages là, de remerciements pour ta présentation, Elsa Desrouin, Delphine Plâtre, Thomas Rulot. Voilà, du coup, merci. Et bonne continuation pour ce projet. Oui, merci beaucoup en tous les cas à vous. Hein. Et puis, merci Émilie pour la technique. Au revoir. Au revoir.